Pour notre grande interview d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Yves Salomon, qui est président et fondateur de la marque de luxe Yves Salomon, une activité qui remonte aux années 1920 et restée entre les mains de la famille depuis sa création. La marque a su préserver son savoir-faire de fourreur tout en s'ouvrant au prêt-à-porter et depuis 2 ans au design. Alors nous allons revenir sur cette évolution avec son président et je suis également accompagnée en plateau du chroniqueur d'expérience Jamal Goul. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Avec plaisir. Yves Salomon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On le remarque, nous sommes en décembre, il fait froid. Est-ce que c'est la période la plus importante pour vous au sein de cette marque qui présente des fourrures notamment? Sans aucun doute, nous observons régulièrement le thermomètre et bon, évidemment que étant, je dirais pas que, mais étant essentiellement une marque d'hiver, évidemment que on, euh, on est concerné par le climat ambiant. Bien sûr. Alors voilà, c'est vrai que la première question qui nous vient, je pense qu'on est tous les deux des années 90, comment est-ce qu'on porte encore la fourrure aujourd'hui? Parce que c'est vrai que nous, c'est pas forcément la première chose que l'on porte en tant que Non. représentant des années 90. Comment est-ce que ça se porte aujourd'hui, la fourrure? Écoutez, l'histoire de la fourrure a été historiquement ponctuée ou a été l'histoire d'une sinusoïde avec des très grands hauts et des très grands bas. Voilà. Depuis des années, même depuis les années 30, il y a eu des périodes où la fourrure était en vogue et des fourrures, elle ne l'était plus. Et donc, c'est l'histoire et c'est un peu l'histoire aussi de ma famille, d'une activité qui est montée en flèche et puis qui s'est effondrée et jusque très récemment, puisque je dirais qu'en 2018, on a vu le dernier effondrement avec les positions de certaines sociétés et de certaines marques contre la fourrure. Donc, je dirais que le métier de la profession de la fourrure a vécu un bas. Et puis, aujourd'hui, alors de manière très, très étonnante, et nous n'avons rien à voir avec cette résurgence et ce redémarrage assez fulgurant, c'est que les très, très jeunes, je dirais les générations 18-20 ans, ont décidé que de porter des fourrures vintage, c'était plus écologique et moralement plus acceptable que de porter de la fast fashion. Donc, il y a une espèce d'engouement actuel sur la fourrure vintage qui fait que nous-mêmes, qui vendons évidemment des fourrures neuves, nous sentons quand même que nous entrons dans une phase plutôt positive et donc c'est ce qui explique un peu la situation actuelle. Bon, on va revenir sur toute cette appréciation de la fourrure, cette évolution des modes, etc. Mais tout d'abord, la maison familiale, donc créée dans les années 1920, est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les débuts de l'histoire de la maison? Ben, c'est l'histoire d'une famille d'immigrés qui viennent de Russie. Mon grand-père est arrivé de Russie. Il a implanté la société à Paris. Il a choisi Paris pour s'implanter. Et il a pris le métier qu'on appelle pelletier, c'est-à-dire qu'il était négociant en peau et il vendait aux grandes marques françaises et étrangères les matières premières qu'il avait récoltées dans le monde entier. Donc ça, c'était son métier. Mon père a continué exactement la même activité pendant des années. Et moi-même, quand j'ai repris l'entreprise, je me suis dit que cette activité correspondait pas exactement à mes aspirations. Et ayant depuis le début quand même l'idée de m'orienter vers un métier un peu plus artistique, j'ai décidé de lancer une activité de fabrication qui était quand même assez proche de la mode. Justement, donc, à votre arrivée, c'est vous qui avez transformé la maison de métier de pelletier à une maison de luxe, une maison de mode. C'est ça? Ça se base sur quels critères? Comment est-ce qu'on devient une maison de mode? Bon,
Alors, il y a des critères objectifs et puis il y a des coups de chance. Bon, en ce qui me concerne, c'est plutôt la deuxième catégorie, donc c'est un énorme coup de chance, puisque, bon, c'était effectivement dans ma tête, mais j'étais jeune, j'avais pas d'expérience et aucune connaissance. Donc, j'ai été approché par... à l'époque par les Galeries Lafayette qui m'ont demandé d'ouvrir un corner aux Galeries Lafayette pour présenter une marque qui à l'époque était incroyablement créative, qui s'appelait Thierry Mugler. Mhm. Et j'ai accepté avec la condition qu'on lance en même temps Yves Salomon. D'accord. Voilà, c'était un espèce de coup de bluff ou une espèce d'illumination, j'en sais rien. Enfin, c'était un peu inconscient, mais bon, je me suis dit que c'était le moment de saisir ma chance et ça a démarré comme ça. Oui, c'est passé. Et donc, tout d'un coup, vous deviez créer tout un corner Yves Salomon. Sans ayant la moindre connaissance ni de la mode ni de la fabrication. Bon, mais j'ai appris et on a lancé ce corner qui était partagé donc entre Yves Salomon et Thierry Mugler et toute la suite de la société, de l'évolution de la société, c'était toujours d'être sur deux pieds, un pied très profondément orienté dans la collaboration avec des grandes marques et donc j'ai eu l'occasion grâce à ça de rencontrer les plus grands créateurs du XXe siècle, et par ailleurs développer parallèlement la marque Yves Salomon avec tous les hauts et les bas que j'ai décrits tout à l'heure. Mais ça passe par quoi? Ça passe par faire des collections automne, été-automne, hiver. Ça passe par des défilés. Ça passe. Comment est-ce qu'on installe une marque de mode? Bah, ça passe déjà par la création d'une collection. Mhm. Nous, en l'occurrence, au début, on n'avait qu'une seule collection, qui était une collection d'hiver, puisqu'on vendait que de la fourrure. Et puis, petit à petit, sentant quand même que la fourrure était un secteur où on était en permanence sous le feu des projecteurs et principalement pour être attaqué. Donc, on s'est dit, il y a deux manières de réagir. D'abord, de créer des moyens d'être totalement transparent sur ce qu'est la filière de la fourrure. Ça, c'était la première méthode. Peut-être qu'on y reviendra. Et la deuxième, c'est d'être extrêmement créatif et aussi de développer des produits annexes pour ne pas être qu'un fabricant de fourrure. Et aujourd'hui, on s'est vraiment transformé en marque de luxe et nous avons beaucoup de produits qui font qu'on n'est pas 100% dépendant de la fourrure, même si, et ça, je suis très attaché à ça, pour moi, c'est un métier qui est fondé sur un artisanat d'exception et je souhaite absolument le protéger. Parce que ça représente quoi aujourd'hui la fourrure dans votre profession, dans votre chiffre d'affaires, on va dire? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est à peu près 40%, à peu près. Et donc, ce n'est évidemment pas majoritaire, mais ces 40%, c'est quand même le résultat de deux générations avant moi et d'une génération après moi, puisque mon fils est déjà dans l'entreprise et probablement continuera. Et donc, c'est une success story familiale. Et pour moi, la foi est au cœur de cette histoire. Et je tiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fourrure, c'est un artisanat. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire absolument incroyable. Et je tiens absolument à protéger ce savoir-faire. Et le prêt-à-porter aussi, vous avez aussi ouvert cette gamme-là. Pourquoi c'était important? Comment est-ce que vous avez travaillé pour le mettre dans l'ADN de la maison? Mais l'ADN de la maison, c'est d'être toujours ancré à la mode. Et c'est d'être proche ou dedans. Bon, donc je dirais que le lancement du prêt-à-porter, c'est une évolution tout à fait naturelle. Ça s'est fait de manière tout à fait je dirais, logique, compte tenu de ce qui s'est passé et des mises en cause auxquelles on a dû répondre, certes, mais qui nous ont quand même affectés. Et on s'est dit, bon, on doit être une marque globale et pas être simplement une marque de fourrure. Et c'est comme ça que, grâce aussi à l'arrivée de notre DA qui provient, elle, du domaine de la mode, on a pu développer une vraie collection d'hiver et par la suite une collection d'été, puisque maintenant on a 2 collections par an.
On pourrait peut-être s'arrêter 2 minutes sur le processus de création. Est-ce que l'héritage familial dans ces situations, c'est une source d'inspiration ou est-ce que ça devient un fardeau? J'imagine que c'est un petit peu des deux. Alors, c'est vraiment pas un fardeau, c'est l'héritage familial, c'est la connaissance, en termes de sourcing, des lieux, où sont produites les matières, en l'occurrence les fourrures, et c'est aussi un savoir-faire au niveau des achats, de choisir la meilleure qualité, qui existe, et donc ça, pour moi, c'est 100 de bonus, et je dirais que je suis tellement fier aujourd'hui de pouvoir dire que les manteaux qu'on va vendre ou qu'on vend, c'est le résultat de ce choix très méticuleux, de cet apprentissage que j'ai fait au début, comment on apprend, comment on juge la qualité. Et grâce à ça, bon, je peux dire que je suis vraiment un vrai expert à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est une garantie euh, pour les gens qui peuvent acheter, de savoir que chez Yves Salomon, vraiment, la qualité est au top. Voilà. Vous le connaissez, ce savoir-faire aussi, donc le savoir-faire de fourreur, de choisir les peaux, etc. Ah oui, oui, vraiment, c'est le cœur de ma formation, puisque je vous dis au début, j'étais en fait, entre guillemets, pelletier, et que j'ai évolué vers le métier de fourreur. Et donc, j'ai cette formation. Qu'est-ce que c'est les spécificités? Enfin, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon pelletier? Il y a plusieurs critères. Déjà, il faut déterminer les critères de qualité. Bon, alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une personne qui achète le manteau, elle va tout de suite voir les critères de qualité. Parce que c'est évident à l'œil, il y a quelque chose de magique qui se passe entre une belle qualité et une pas belle qualité. Mais par contre, au début de la chaîne, c'est moins évident. Donc il faut sélectionner les matières premières, on les sélectionne pour leur soyeux, leur légèreté, leur couleur, Mhm. leur densité, et ça va se voir au niveau du manteau final. Et ça, j'ai appris à le faire. Et puis, enfin, et bon, ça, c'est pas l'héritage, mais c'est ce qui s'est passé depuis 40 ans. Nous nous appuyons sur des tanneries qui ont permis à la fourrure de devenir extrêmement souple et légère. Et donc, l'adjonction d'une technologie qui évolue et des matières qui sont les plus belles, ça donne un résultat que moi, j'apprécie vraiment et que je souhaite faire partager, évidemment. Avant de continuer sur la fourrure, j'ai une petite question sur votre communication. C'est vrai que dans un univers où les marques de luxe communiquent de manière hyper, parfois ostentatoire, etc., vous choisissez quand même la discrétion. Est-ce que c'est un choix conscient? Vous souhaitez rester dans un univers assez, peut-être intime, maison de luxe discrète? Bon, d'abord, si on regarde nos collections, nous faisons partie d'un mouvement qui s'appelle le Quiet Luxury, c'est-à-dire un luxe sans exubérance, et ça correspond à mon tempérament, ça correspond à mes goûts, et je n'ai pas attendu que cette tendance revienne à la mode puisque je dirais, notre constance depuis le départ, et je pense pas qu'une communication, je dirais, forte corresponde à ce qu'on a envie de dire. Et puis en plus, on est une petite société, on a un peu plus de 100 salariés à Paris, et donc on vit avec nos moyens. Sans salariés, combien de boutiques On a une quinzaine de boutiques dans le monde, Oui. Principalement en France, en Angleterre, aux États-Unis, et quelques-unes en Asie, et qui sont des boutiques rattachées. Mais je dirais qu'on est un tout petit réseau, et donc on est une mini marque de luxe, voilà. Et quand, pour revenir sur donc les fourrures, quand vous parlez de ce retour à des fourrures vintage, de la plus jeune génération, ça, c'est un tournant que vous souhaitez, saisir? Comment est-ce que vous pouvez l'approprier? Peut-être qu'il y a des anciennes fourrures Yves Salomon, que vous pouvez, reconditionner, revendre? Comment vous saisissez ça? Ben,
Très simplement, on a un atelier dans notre boutique Faubourg Saint-Honoré qui recoupe les anciennes fourrures, qu'elles aient été vendues par Yves Salomon ou par d'autres. Ça fait partie du côté vraiment, je dirais, fondamental de la fourrure. C'est pour moi le seul produit vraiment de la mode qui est recyclable par nature. C'est-à-dire que quand une personne achète, j'ai une personne, parce qu'il y a des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes maintenant qui achètent de la fourrure, et donc quand une personne achète un manteau de fourrure, elle sait dès le départ que c'est un investissement et qu'elle aura la possibilité de le transformer et de le remettre au goût du jour régulièrement. Et quand vous achetez évidemment un manteau de tissu, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire. Donc je suis vraiment très très attaché à ce côté de recyclabilité, de circularité de ce produit. Quand vous parlez des hommes qui mettent de la fourrure, quelles sont les nouvelles tendances, on va dire, que vous devez appréhender aujourd'hui en 2024, en 2025? Écoutez, je peux pas dire que ce soit une nouvelle tendance, mais je dirais que les hommes ont beaucoup moins de freins et par rapport à ce produit, sachant que pour eux, c'est le comble du luxe et le comble du confort. Donc les hommes se laissent aller, je dirais, plus facilement actuellement. Les femmes sont un peu plus prudentes, je dirais, compte tenu de l'image qui a été développée par des organisations qui ont véhiculé d'ailleurs des messages tout à fait erronés et mensongers, mais malgré tout, les femmes ont été un peu impressionnées par ces messages, et les hommes, pas du tout. Les hommes assument complètement leur goût et assument de porter ce produit qui, pour eux, est le comble du luxe. Quand vous dites qu'il y avait des hauts et des bas, est-ce qu'il y a eu un... C'est quoi, c'est les années 90-2000 où il y a eu des législations, tout ça? Est-ce que c'est ça qui a... Non, il y a eu un grand bas en 90. C'était l'époque où la fourrure était attaquée, d'un côté par Brigitte Bardot, de l'autre par des mannequins qui étaient tous, je dirais, financés par un groupe qui a passé son existence à nous attaquer. Et nous, je dirais que la réponse, bon, évidemment, on a souffert, je ne peux pas le nier, et la réponse a été de se raccrocher de plus en plus à la mode, de se rapprocher des créateurs et de leur demander d'être les plus créatifs possibles. Et je dirais que le premier qui a vraiment, dans ces années-là, relancé la fourrure à fond, c'est Jean-Paul Gaultier qui a complètement relooké ce qui était un manteau de fourrure. Et il a apporté vraiment un style. Et les autres ont suivi, et la fourrure est repartie à fond dans les années 2000, au début de les années 2000. Et puis après, on a eu une nouvelle crise, je dirais, en 2018, année qui a marqué un peu un tournant avec des groupes de luxe qui ont annoncé l'arrêt de la fourrure. Et donc, à ce moment-là, pardon, nous avons décidé d'élargir notre palette à tous les produits qui font aujourd'hui une marque de luxe, c'est-à-dire du cuir, de la pollénée, du cachemire, de la maille, du prêt-à-porter, voilà. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de renoncer à la fourrure à un moment de l'histoire de la maison, vous d'ailleurs, ou vos prédécesseurs, ou est-ce que votre fils, qui est destiné à vous succéder visiblement, est-ce que lui, il envisage de renoncer à la fourrure? Non, on peut évidemment pas envisager de renoncer à un produit qui je dirais, remplit toutes les conditions de sustainabilité, durabilité, et donc il n'y a aucune raison objective d'arrêter la fourrure. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui est fondé sur un artisanat incroyablement précis, développé, ancien, qui fait appel à des techniques complètement inouïes, donc que je peux développer avec passion pendant des heures, et je pense que c'est l'histoire quand même d'une famille, c'est l'histoire d'une profession, et je pense que mon fils se fera le défenseur aussi de ce produit qui est tout à fait merveilleux. Et je tiens à dire que, bon,
on n'est pas resté non plus les bras croisés. Donc depuis 1990, on a mis au point des systèmes de traçabilité et le tout dernier s'appelle Furmark. C'est un label qui permet qui est sur tous nos manteaux et qui permet de remonter toute la chaîne par un code barre, toute la chaîne pour bien vérifier que la condition animale à l'origine a bien été respectée. Donc on est fiers de faire ce métier et bien sûr on continuera. Et si je vous parle de fourrure synthétique, etc., je vous fais très mal aux oreilles ou c'est quelque chose que vous pouvez appréhender avec qualité? Non, pour moi, la fourrure synthétique, ce n'est pas un problème. La fourrure synthétique, c'est un tissu. Donc je dirais qu'aujourd'hui, être contre la fourrure synthétique, c'est être contre un tissu, ce qui n'a évidemment pas de sens, parce que le domaine du prêt-à-porter existe avec des tissus. Et les manteaux sont fabriqués avec des tissus. Ce que je peux juste dire, c'est que toutes les expériences que nous avons faites concernant la fourrure synthétique est qu'elle n'est évidemment pas biodégradable, elle pollue la planète parce que c'est un sous-produit du pétrole. Et donc, en tant que marque, je ne souhaite pas en faire, mais ça s'arrête là. Et donc depuis 2 ans, vous vous ouvrez au design. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur un département en tout cas sur lequel on n'attend pas forcément une maison de luxe. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Je dirais que c'est l'histoire d'une passion. Voilà. Bon, vous avez bien compris quand même depuis le début, c'est que pour faire ce que je fais, il faut être un vrai passionné, peut-être même au-delà du raisonnable. Bon, mais en l'occurrence, le design, c'est tout à fait ça. C'est depuis des années, nous, avec ma compagne, on collectionne des objets de design. On va au Puce le week-end, on achète des meubles, etc. Et puis, un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas faire converger la qualité exceptionnelle de nos artisans avec cette passion commune que nous avons du design. Donc, de ça est née la collection, la première collection, qui était une collaboration avec le petit-fils d'un créateur des années 60 qui s'appelle Pierre Chapeau, et on a lancé une collection qui mélangeait cette technique du bois qu'est la marqueterie, et donc on a aimé, et j'aime ces meubles parce que ils ne sont pas collés, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, ils sont simplement encastrés, et ça correspond bien avec une technique que nous utilisons dans le domaine du fourreau de la Pollénée, qui s'appelle l'intarsia. Dans les meubles, ça s'appelle la marqueterie. Bon, c'est la même technique. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai parallèle. Donc, on a customisé ces meubles et on a lancé cette première collection. Et il y en a 2 autres qui ont suivi cette année. Ça, c'était en 2024. Et en 2025, on a lancé 2 autres. Une avec un créateur italien qui est peut-être un des meilleurs créateurs de design à l'heure actuelle, qui s'appelle Dimoré, un studio Dimoré, et l'autre avec Pierre-Marie, qui est un designer très très talentueux, qui est lui parisien. Donc à chaque fois, vous faites dialoguer quand même les savoir-faire du Salomon avec les designers. Complètement, on fait, on expose aux designers nos savoir-faire, et eux créent avec notre aide évidemment. Sachant que la première collection, elle a été entièrement designée, créée chez nous, dans nos ateliers. Et artistiquement, qu'est-ce qui change entre la conception de vêtements et celle d'objets de design? Comment votre approche, vous, elle évolue avec cette nouvelle activité? Je dirais qu'il y a en fait une grande similitude, parce que c'est l'histoire d'un processus créatif. Est-ce qu'un processus créatif d'un meuble est différent d'un processus créatif d'un vêtement? Pas vraiment, sauf que dans la mode, on est sur un autre rythme. Comme vous le savez, il y a plusieurs collections par an, donc on doit aller vite, on doit créer et produire vite, ce qui n'est pas du tout le rythme
du design, mais je dirais qu'on a fait plutôt rentrer le design dans notre rythme et ça nous a donné cette possibilité de créer 3 collections en 1 an et demi, et on va continuer dans les années qui viennent, je pense. Peut-être pas à ce rythme-là, parce que là, ça a été un peu fou, mais ça nous donne aussi la possibilité d'apporter au design cette souplesse et cette réactivité qu'on a dans la mode. Et je ne parle pas de Yves Saint Laurent, je parle de toutes les marques de mode en général. Vous avez profité du coup de la semaine de l'art qui a eu lieu au mois de fin octobre, en même temps de la foire d'art contemporain Art Basel. Vous avez aussi présenté donc vos objets design dans une foire donc satellite qui s'appelle Design Miami. Quelle a été la réaction avec ce nouveau public? Est-ce que c'était un nouveau public ou justement les gens qui achètent de l'art contemporain et du design viennent aussi chez Yves Saint Laurent? Bah écoutez, moi j'ai plutôt... C'est un mélange de gens qui nous connaissaient déjà par la mode et d'autres qui découvraient complètement Yves Saint Laurent et qui n'imaginaient pas qu'une marque de mode puisse d'un seul coup se lancer dans le design. Donc ils étaient évidemment très curieux, et je dirais que bon, et les réactions, pardon, étaient tout à fait intéressantes, puisque ils disaient vous apportez de l'oxygène, vous apportez de la fraîcheur, vous apportez de la nouveauté. Donc c'était un peu la manière de dire vous apportez un souffle qui existe dans la mode et pas forcément avec ce rythme-là, en tout cas dans le design. Et je dirais que vraiment la réaction était extrêmement positive, et je dirais que ce que moi j'en ai retiré, c'est quand même une immense motivation, parce que quand vous avez une réaction positive et des encouragements, ça vous donne une énergie fantastique pour continuer à avancer et développer, et mes ateliers évidemment l'ont ressenti, ont vu à quel point les efforts qui avaient été faits et la passion autour de tout ça pouvaient se transmettre au public. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont découvert du coup à Design Miami qui sont ensuite venues chez Yves Saint Laurent ou... Écoutez, c'est récent. Bon, je dirais que j'ai pas encore donné là-dessus, mais je pense que probablement que oui, à terme, il y aura une relation peut-être plus proche entre l'univers du design et nos clients potentiels et la mode, puisque en fait c'est la même marque, c'est la même approche et c'est la même démarche. C'est un nouveau rayonnement de la maison quand même. Et c'est une nouvelle manière de dire que Yves Saint Laurent est une marque qui est aussi ancrée dans la culture, dans l'art, et j'y tiens beaucoup, parce que malgré tout c'est un peu l'histoire de ma famille, puisque ma mère avait une galerie de peinture dans les années 50, et donc c'est vraiment l'expression de ma première passion, puisque je vous avais dit qu'au départ, je ne voulais pas avoir un métier 100% business, et je voulais avoir une dimension artistique. Bon, c'est aussi une manière de donner à la marque cette dimension de culture et d'art. Et alors, c'est quoi la prochaine étape après la mode, le design? Est-ce qu'il y a des projets pour la maison? Écoutez, le dernier étant très récent, on va attendre un peu. On va attendre quelques mois. Merci. Bien, merci beaucoup Yves Saint Laurent. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de la maison de luxe Yves Saint Laurent. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup Gemma Goul pour m'avoir accompagné. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience, l'émission qui est déjà finie, qui vous fait vivre la culture autrement. Merci donc à nos chroniqueurs, intervieweurs, reporters pour cette aventure collective. Anne Bassi, Laurent Mèvre, Béatrice Constant, et aussi derrière la caméra, Juliette Miglierina et Alexandre Loret. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. C'était Expérience, et je vous dis au mois prochain.